Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça normalement, vous le savez. Je sais que vous le savez. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'énorme sortie du moment, un film que j'attendais avec une immense impatience, un film que je suis extrêmement ravie de voir sortir en salle puisque c'est une sorte d'anniversaire pour ma chaîne. Le premier opus avait été le tout premier film sorti sur cette chaîne YouTube, le tout premier film qui m'avait poussé à me poser devant mon téléphone, sans micro, sans light à l'époque, sans aucun équipement et sans ce tout nouveau fond pour la chaîne. Ça, je vous en parle pas plus, je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous renvoie à celle-ci pour que vous voyez un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi on a changé de cadre. Mais vous allez voir que ça a un lien avec le film dont on parle aujourd'hui. En tout cas, le tout premier film qui m'avait poussé à aller sur YouTube, dire ce que j'en avais pensé parce que j'avais pris une énorme claque, c'était le film Dune 1. Et bien le second opus est enfin sorti. Dune 2 est dans nos salles, on ne l'attendait plus, il a été repoussé mais il est enfin là. On l'a attendu, surattendu, la hype était énorme, les attentes aussi. Personnellement c'était l'une des très grosses sorties que j'attendais cette année et il est enfin là, on peut enfin en parler ensemble. Et j'ai souhaité rendre hommage au film avec cette petite tenue de révérende mère. Attention, je vous vois. Mais je vous cache pas que c'est peut-être pas la plus pratique pour filmer cette vidéo, donc on va se changer rapidement. Pendant ce temps-là, servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. Mettez le petit like et le petit commentaire qui font plaisir et qui permettent de référencer la vidéo. Et nous, on va se retrouver très vite, juste après le générique, pour parler de cette énorme sortie et de ses énormes défauts. Car oui, ce n'est pas la vidéo dithyrambique à laquelle vous attendez, je préfère vous prévenir. Ne bougez pas, nous on se retrouve juste après. Alors, pour vous parler du film, j'ai passé une tenue beaucoup plus appropriée pour la vie de tous les jours. Je vais d'ailleurs rajouter, désolée pour l'anachronisme, mais j'en ai besoin pour voir mes retours, mes lunettes, oui. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet et parler de Dune 2. Je vous l'ai dit, Dune 2 c'est un des films que j'attendais le plus déjà l'année dernière, mais également cette année. De toute façon, vous avez vu ma vidéo sur les films que j'attends le plus en 2024. Et je commençais à m'inquiéter en fait. Le projet tardant à arriver, j'ai commencé à avoir des inquiétudes et surtout j'ai rencontré entre-temps une personne qui est fan des livres. On a eu de longues conversations sur toute la mythologie de Dune et je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de plein de choses dans le premier film. J'avais donc de nouvelles attentes qui étaient apparues pour ce second film, d'en apprendre plus que sur l'univers en lui-même, sur la psychologie de cet univers, sur la philosophie de cet univers et de ses personnages. Donc j'avais développé de nouvelles attentes pour le film, ce qui fait que j'étais d'autant plus inquiète pour la sortie de ce second opus. Il est donc enfin arrivé le 28 février 2024 dans nos salles. Le film dure 2h46, ce qui est pas totalement normal pour une suite du premier film. Moi, ça ne me choque pas. Si t'as assez à raconter sur 2h46, et ben franchement, fais un film de 2h, fais même un film de 3h si ça te fait plaisir, à partir du moment où cette durée est utile. Moi, je suis pas contre les longs films, je suis contre les longs films qui ne racontent rien. Donc, j'avais pas de souci avec le fait d'aller m'asseoir 2 heures dans une salle de cinéma, bien au contraire j'ai même envie de dire, mais il faut que ces 2 heures soient exploitées avec intelligence, et j'avoue que c'était pas forcément une inquiétude que j'avais au vu de la qualité du premier film, de la qualité du rythme du premier film. Certains l'ont trouvé long, moi je l'ai trouvé très bien, et de la confiance que j'ai dans le réalisateur qui est donc Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, j'aime quasiment tout ce qu'il fait, voilà, soyons honnêtes. Mon film préféré de lui, et encore à ce jour, après avoir vu ce Dune 2, ça reste Premier Contact, qui je trouve est un film brillant. D'une intelligence, d'une sensibilité, avec un propos extrêmement intéressant, une mise en scène qui est sublime. Franchement, Premier Contact, c'est le chef-d'œuvre de Denis Villeneuve pour moi, mais c'est donc lui qui a réalisé le premier film Dune, c'est lui qui a réalisé le film Sicario, qui je pense celui que j'aime le moins de tous ces films, mais je le trouve quand même sympathique. Et Sicario est l'un de ces films qui a le plus de potentiel horrifique. J'aimerais beaucoup voir Denis Villeneuve faire un film d'horreur, parce que franchement, dans Sicario, il y a certaines scènes, quand il est dans la maison et qu'il découvre certaines choses, si vous n'avez pas vu le film, il y a vraiment une tension horrifique que j'aimerais voir, franchement, dans un genre vraiment purement et objectivement horrifique. Ça m'a titillé de voir Villeneuve faire de l'horreur quand j'ai vu son Sicario. C'est aussi lui qui est derrière Blade Runner 2049, la très audacieuse suite du premier film Blade Runner qui était une réussite
En tout cas, visuellement, c'est pas forcément son film le mieux rythmé, le mieux écrit, mais alors visuellement, c'est un chef-d'œuvre. Il a également évidemment réalisé l'un de mes thrillers noirs favoris qui est Prisoners en 2013, ou encore le film Incendie que j'aime beaucoup. Donc franchement, Denis Villeneuve, dès qu'il sort un film, j'ai envie de lui faire confiance, et c'est pour ça que j'avais pas tant d'inquiétude de ça avant d'aller voir Dune 2, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert certains éléments par rapport au premier film et par rapport à l'histoire du premier film qui m'avaient échappé dans le film et que j'ai appris par les connaisseurs des livres, et du coup j'avais envie, j'avais des attentes d'aller un peu plus loin dans cette partie-là de l'histoire de Frank Herbert, parce que oui, Dune, c'est l'adaptation d'un livre, un livre de Frank Herbert que j'ai dans ma bibliothèque, j'aurais pu vous le chercher, je vais vous chercher. Il est ici, c'est un livre de Frank Herbert que je n'ai pas lu. Je l'ai commencé après le premier film, mais c'est très dense, et il faut savoir que moi j'ai déjà pas assez de temps pour aller au cinéma, faire mes vidéos, faire mon travail et lire mes mangas, donc malheureusement Dune est un petit peu passé à la trappe. J'attendrai d'être à la retraite, je pense, pour le lire. Ça a l'air d'être un chef-d'œuvre, mais voilà. C'est quand même une grosse brique et c'est quand même un gros bébé, mais à la base c'est un livre qui est donc adapté par Denis Villeneuve, et les connaisseurs du livre m'ont appris énormément de choses, en particulier ma pote du coup qui les a lus, et j'attendais que le second film soit un peu plus dans la philosophie de l'œuvre. Et je vais pas forcément dire que mes attentes ont été comblées de ce côté-là, mais c'est pas le seul point sur lequel mes attentes n'ont pas été comblées, car malheureusement cette vidéo va pas être aussi dithyrambique que celle que vous avez pu voir précédemment, mais ne rentrons pas tout de suite directement dans les critiques que j'ai à faire au film, revenons quand même sur l'histoire. Et je vous préviens, là, dans ce petit résumé, je vais quand même un petit peu spoiler ce qui s'est passé dans le premier film. Si vous ne l'avez pas vu, sautez cette partie, utilisez le sommaire juste en dessous, il y a toujours un sommaire dans mes vidéos, pour passer à la partie suivante. C'est le seul moment où on spoilera des événements du premier film, donc ne vous inquiétez pas sur le reste de la vidéo. On retrouve donc Paul Atreides, le petit Paul, incarné par Timothée Chalamet. Son papa est mort, toute sa dynastie est morte, il ne reste que lui et sa maman qui doivent survivre dans le désert et qui vont donc devoir faire confiance et se lier avec le peuple des Fremen, qui est donc le peuple originaire de la planète qu'ils appellent Arrakis, mais dont le nom originel est Dune. Oui, le titre du roman. Il va donc se rallier aux Fremen et particulièrement à la jeune et belle Shani, incarnée bien évidemment par la belle Zendaya, et à leur côté, il espère prendre sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille, c'est-à-dire les Harkonnen et l'empereur lui-même, puisque l'armée de l'empereur s'est alliée aux Harkonnen en secret pour détruire la puissance de la famille Atreides, qui parmi les grandes familles commençait à devenir un petit peu gênante dans l'univers. Cette décision de rejoindre les Fremen n'est pas anodine, car elle fait marcher Paul dans les pas de son destin, ce fameux destin plus grand que lui qu'il semble malheureusement subir, et qui le lie à une ancienne prophétie liée à la croyance des Fremen, et qui a été un petit peu noyautée par l'espèce de secte des Bene Gesserit qui œuvre un peu dans l'ombre derrière toutes les planètes, qui reposerait sur l'arrivée d'un messie venu d'ailleurs, qui connaîtrait la langue et les pratiques des Fremen comme s'ils faisaient partie de leur peuple, et qui devrait les guider vers le paradis vert, le paradis luxuriant et humide dont rêvent ces peuplades du désert, et qui devrait leur être promis par ce guide que les croyants Fremen appellent le Lisan al-Gaïb. Tout le film va donc tourner entre la lutte de Paul contre ce destin tracé pour lui, l'évolution de lui qui souhaite devenir un Fremen et de sa mère qui va prendre une position extrêmement importante dans ce peuple du désert, et le conflit plus général qui oppose Paul et les Fremen aux Harkonnen et plus largement à l'empereur et à l'empire. Voilà donc à quoi s'attendre pour ce second opus, avec un casting toujours aussi impressionnant. Je vous ai dit, Timothée Chalamet, Zendaya, la magnifique Rebecca Ferguson. J'adore cette femme, tout ce qu'elle fait, elle est sublime, et à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle est sublime. Enfin, franchement, je trouve que c'est une excellente actrice. Également au casting de ce nouvel opus, on a Austin Butler, le séduisant Austin Butler, que j'ai adoré dans Elvis et que j'ai récemment beaucoup apprécié dans la série Masters of the Air. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne sur cette série qui est peu connue et que je vous invite à découvrir. On a également Florence Pugh, que j'aime beaucoup, ainsi que Léa Seydoux, que je n'aime pas du tout, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Assez présenté le film, rentrons dans le vif du sujet, en commençant comme d'habitude, vous me connaissez, par la photographie, la mise en scène, les décors et les costumes. Alors sur la forme, je vais vous le dire très honnêtement, le film est irréprochable. C'est
magnifique. Mais c'est Villeneuve, donc c'est toujours magnifique. Les visuels sont incroyables. La colorimétrie qui est choisie pour Dune est sublime. La colorimétrie qui est choisie pour la planète des Harkonnen est incroyable. On a tout un ensemble de scènes qui n'est pas vraiment en noir et blanc, qui est dans cette espèce de négatif. C'est juste absolument magnifique. Ils arrivent à sublimer et à rendre esthétique la violence et le totalitarisme de la planète des Harkonnen. C'est juste incroyable. Les mises en scène sont léchées à mort. Alors oui, c'est suresthétique, c'est presque artificiel, mais je trouve que ça correspond très très bien à l'univers de la SF et particulièrement à l'univers qu'il a créé ici pour Dune, qui est un univers relativement froid et relativement inhumain. Je pense que je vais laisser tomber ça, vous m'en voudrez pas. Qui est un univers relativement froid, ou extrêmement chaud d'ailleurs, et un petit peu inhumain, trop grand pour eux. On a vraiment ce sentiment que nos personnages sont toujours dans un univers qui est trop grand pour eux, qui les écrase. Ils sont constamment écrasés par leur destin, écrasés par leur environnement, écrasés par les contraintes qui les entourent, et je trouve que la photographie transmet extrêmement bien ça. En plus, honnêtement, Villeneuve a une façon de mettre en valeur ces personnages qui est sublimissime. Tout le monde est beau, tout le monde est incroyable, tout le monde est charismatique. Bon, avec Rebecca Ferguson ou avec Zendaya, c'est pas très difficile. Timothée Chalamet, quand il marche, toutes les scènes de fin de film, parce qu'on va en parler, le film est un peu divisé en 2 morceaux, et la seconde partie, c'est la maestria. Toutes les scènes où il marche avec charisme, c'est juste la mise en valeur du personnage, la mise en valeur de l'acteur. On est vraiment sur un aboutissement visuel, et même des personnages comme le Baron, qui sont des personnages crasseux et dégueulasses et que t'as pas envie, ils arrivent à avoir du charisme, ils arrivent à avoir une présence à l'écran. Denis Villeneuve donne vraiment de la présence à tous ces personnages, même les moins importants, même les plus on va dire anecdotique. Le personnage de Léa Seydoux est totalement anecdotique. Dans le film, pas dans le livre d'ailleurs, mais dans le film, ils font apparaître de façon très anecdotique. Et son personnage arrive quand même à avoir du charisme et à incarner quelque chose à l'image, alors que on sait pas vraiment qui c'est, et de toute façon, elle disparaît pas très longtemps après, et on saura toujours pas trop qui c'est. C'est franchement une réussite dans la façon dont c'est filmé. Je vais pas m'étaler 30 ans parce que tout ce que j'ai à dire, c'est beau, c'est grandiose, c'est puissant, c'est visuel, t'as envie de mettre sur pause absolument tout le temps pour juste admirer la façon dont la mise en scène est construite, la façon dont la luminosité est construite, la façon dont il joue avec l'ombre et la lumière, la façon dont il joue avec le désert, avec la luminosité du désert, la façon dont il joue avec la chaleur et la froideur. C'est contraste entre Dune, ces couleurs orange, cette chaleur et la planète des Harkonnen et sa froideur blanche, c'est juste... Franchement, visuellement, j'étais assise sur mon siège, je l'ai vu en avant-première en IMAX, j'étais assise sur mon siège et je bouffais l'écran, je vivais le truc, c'était juste... Waouh, j'avais des frissons, j'ai eu des frissons, il y a des scènes qui m'ont filé le frisson. Il y a une scène à un moment où il y a les hélicoptères qui décollent, enfin j'appelle ça des hélicoptères, je sais pas trop comment ça s'appelle dans l'univers de Dune, mais ils décollent et on a une espèce de lever de soleil ou un coucher de soleil, je sais plus d'ailleurs, et... Mamma mia, j'ai eu le frisson. La scène où Paul il marche au milieu du peuple et l'écran est intégralement envahi et l'écran c'est que cette foule et au milieu il y a Paul, j'avais le frisson. C'est vraiment du grandiose à l'état brut, mais tout en arrivant à donner du charisme mais aussi une certaine humanité à des personnages au milieu de ce grandiose. C'est maîtrisé, c'est exceptionnel. Enfin voilà, je vous l'ai dit, je vais pas m'étaler dessus trop longtemps parce que tout ce que j'ai à dire c'est oh my god, wow, oh my god, c'est trop cool, oh my god, je veux y retourner, c'est trop beau. Voilà. Donc sur la forme, photographiquement, c'est juste incroyable, la colorimétrie, la gestion des couleurs, des ombres, etc. Waouh. En plus, faut qu'on parle des costumes. Vous connaissez ma passion pour les costumes. J'adore ça. Et alors là, j'ai été servie. Surtout les costumes de Rebecca Ferguson. S'il y a bien un personnage sur lequel ils se sont lâchés sur cet épisode, c'est Rebecca Ferguson. Shani est tout habillée pareil, hein, elle a sa tenue de guerrière du désert. Notre petit Paul, il met juste des couches de capuche par-dessus. Il a du charisme, hein, je dis pas. Et puis la tenue des Fremen est absolument exceptionnelle. Impossible à reproduire en cosplay, hein, j'essaierai même pas. Mais elle est juste exceptionnelle. Mais vraiment, s'il y a un personnage qui incarne la créativité au niveau de ce qui a été fait au niveau des costumes dans ce film, c'est le personnage de Rebecca Ferguson, c'est le personnage de notre Lady Jessica, qui est juste waouh du début à la fin. Alors on est très inspiré évidemment de la culture arabique, puisque la planète Dune s'inspire d'une culture arabique, alors on a énormément de voilage, c'est sublime. Les vêtements qu'elle porte tout le long du film montrent l'évolution de son personnage tout le long du film. Elle commence le film habillée en Fremen, et elle finit le film habillée comme une déesse. C'est une déesse, elle est juste incroyable.
Et alors, ils arrivent en plus à sublimer sa beauté tout en nous l'en montrant très peu, puisqu'on voit globalement quasiment que ses yeux et son visage. J'ai beaucoup aimé également le travail qui a été fait, là encore, sur le contraste entre les différentes cultures dans le monde de Dune. On a des costumes Fremen, et donc des costumes de toute la tradition Fremen, qui sont extrêmement différents de l'esthétique qui a été dévoilée pour les costumes des Harkonnen, notamment, qui sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus bruts, beaucoup plus noirs et anthracites, avec quelque chose de très figé, très rocheux, j'ai presque envie de dire. Les costumes des Bene Gesserit très sombres, on a un peu plus de diversité ici, j'aime beaucoup d'ailleurs ce qui a été pensé au niveau de toute la communauté des femmes Bene Gesserit. Et on a aussi la cour de l'empereur, qui est notamment incarnée par le personnage de Florence Pugh, qui est intéressante. J'ai beaucoup d'ailleurs aimé son espèce de casque médiéval en bijoux. J'ai trouvé ça très beau, très esthétique, et à la fois ça passe un message clair. On a ce côté où quand elle est chez elle, elle va être sur quelque chose de plus sobre et plus détendu. Quand elle est en représentation, elle va porter quelque chose d'un petit peu plus symbolique de la guerre. En fait, il y a beaucoup de symbolique dans la construction du costume, de la même façon qu'il y a beaucoup de symbolique dans la construction de l'image, et je trouve ça très riche. C'est fort, et ça donne envie de porter l'intégralité de leur tenue. Si jamais vous avez quelques tenues de Bene Gesserit qui traînent chez vous, je prends. On a une richesse dans la créativité, une richesse dans le travail qui a été fait entre toutes les équipes de photographie, les équipes de costumes et, notre point suivant, les équipes de musique. Un univers aussi bien construit visuellement, aussi bien construit au niveau de comment on habille ses personnages et comment on représente ces personnages et comment on filme ces personnages, a besoin d'un univers musical aussi fort que son identité visuelle, et Hans Zimmer ne déçoit pas. De toute façon, Hans Zimmer déçoit rarement. De temps en temps, il est un petit peu en sous-régime, mais Hans Zimmer déçoit rarement. Et là, franchement, Hans Zimmer ne déçoit pas. Alors moi, j'écoute déjà assez souvent les musiques de Dune 1, et on retrouve le même univers musical, hein. On est dans une cohérence par rapport au premier film, avec ces sons très invasifs, des espèces de cornes. Alors honnêtement, je connais pas assez en musique pour vous dire exactement qu'est-ce qu'on entend, mais on a des sons qui sont très métalliques, on a le thème de Dune qui est juste, qui habite l'espace. Quand tu l'entends, tu es projeté sur la planète, donc il est vraiment en lien avec l'univers, et il est vraiment construit avec lui. C'est une très très belle symbiose entre le visuel et le sonore. Là encore, franchement, sur la forme, j'ai tellement rien à dire qu'à part vous dire que j'ai trouvé ça génial, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. J'ai été habitée par cette musique. Quand je l'entends, je suis immédiatement projetée dans cet univers. Je trouve que les changements musicaux qui sont proposés, les évolutions musicales qui sont proposées tout au long du film, et notamment dans cette fameuse seconde partie du film dont on va parler quand on va parler du rythme, parce qu'il y a vraiment un gros fracas, une grosse rupture au milieu du film qui crée deux parties bien distinctes dans le film, et je trouve que ces deux parties bien distinctes dans le film, on les sent très très bien au niveau musical, où d'abord on a plutôt un univers qui est onirique, on va dire, et ensuite on va avoir un univers qui est guerrier, qui est invasif, avec une musique de Dune qui devient plus totalitaire, j'ai envie de dire. Enfin, il y a vraiment un changement qui se passe et qui est suivi musicalement, qui est suivi au niveau des costumes et qui est suivi au niveau de la photographie, ce qui crée, comme je vous dis, cette symbiose qui est du pur plaisir en salle. C'est jouissif, vraiment. Cette alliance qui est extrêmement puissante entre le son, ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on ressent, d'autant plus dans la salle IMAX que moi j'ai expérimenté, puisque du coup on va avoir ce son qui est en 360 degrés, qui est sous nous, au-dessus de nous, autour de nous, et cette image, cet écran qui est énorme et qui pareil envahit tout l'espace. J'étais vraiment dedans, j'étais là, et j'y ai été pendant les 2h46 de film que j'ai même pas vu passer. Honnêtement, quand le film s'est terminé, je me suis tournée vers ma pote qui était à côté et on s'est dit, c'est déjà fini. Ça fait 3 heures qu'on est là et c'est déjà fini. Si ça c'est pas une réussite, si ça c'est pas la récompense ultime, mais qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à vous en parler un petit peu, donc on va quitter la forme du film où je vous dis j'ai pas grand chose à dire à part que j'étais géniale, pour passer sur le fond du film, et on va commencer par parler de ce fameux rythme divisé en deux et de cette absence totale d'ennui durant le film. Donc oui, je vous l'ai dit, moi je suis sortie de ces 3 heures de film en me disant « c'est déjà fini, j'en veux plus ». Je serais restée 5 heures, 6 heures, 8 heures s'il faut. J'étais tellement dedans que j'étais même pas sûre de revenir à la réalité à la fin. Donc au niveau du rythme, autant vous dire que du coup, ça veut dire qu'on est très très bien, c'est très très maîtrisé, la façon dont la tension est gérée, la façon dont l'histoire est gérée, la façon dont l'immersion est gérée, c'est très très bien maîtrisé, et pourtant, la première partie est super bancale. Parce que oui, quand on passe sur le fond du film, on va passer sur les reproches que j'ai à faire au film. J'ai adoré mon visionnage, j'ai trouvé ça absolument génial, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, et pourtant j'ai beaucoup de reproches à faire au film. Oui. La première partie du film est
assez quotidienne, et j'ai presque envie de dire ennuyeuse sans être ennuyeuse. En fait, elle est routinière. La première partie du film est routinière. Vous savez, cet ennui de la routine qui est à la fois charmant parce que du coup, on vit notre petit quotidien de Fremen aux côtés de Paul qui essaye de s'intégrer à ce peuple. Et du coup, il y a ce côté routinier avec quand même quelques éléments qui sont un petit peu des espèces de pics et qui heureusement sont bien placés dans le rythme du film pour faire que la routine n'est pas ennuyeuse, mais c'est quand même une routine. C'est gentil, mignonne, tu vis ta petite vie de Fremen, le désert, Shani, oh la tante, allez défoncer les méchants. Voilà, donc au début du film, on est chillax, on est très chill, on est en train de faire notre petite vie de Fremen, on est dans le petit monde idéal de Paul, et au bout de quoi ? Peut-être 1h30 de film. Honnêtement, je saurais pas dire au bout de combien de temps, parce que j'ai tellement pas vu le temps passer que je saurais pas vous dire précisément au bout de combien de temps. Mais là va arriver la rupture. Et alors la rupture après ça, c'est effréné. C'est t'arrives plus à respirer et tu retiens ton souffle ensuite pendant les 2 heures qui restent. Il te reste 1h30 de film, tu respires pas. C'est bien équilibré dans le sens où le premier c'est la balade de santé, tu vois, pour profiter un petit peu des visuels, profiter de l'univers de Dune, profiter de l'univers des Fremen, profiter en apprendre plus sur leurs traditions, qui me donnent pas du tout envie de vivre chez eux par ailleurs, mais profiter de leurs traditions, profiter de leur quotidien. Et aussi installer ou rappeler des éléments du coup qui ont été avancés dans l'intrigue dans le premier film ou qu'il faut rajouter dans le second film, comme l'arrivée de personnages qui auraient dû être présents dans le premier. Mais du coup, il y a quand même 2-3 choses et 2-3 éléments contextuels à installer durant cette partie. Donc en fait, on nous balade sur Arrakis, dans la petite vie de Fremen de notre ami Paul, tout en nous rajoutant ponctuellement des éléments scénaristiques pour que ça fasse quand même sens, parce qu'il y a des manquements, des choses qui n'ont pas été évoquées dans le premier film, et également des avancements de la situation qu'il faut caser quelque part, quoi. Et puis alors, une fois que la rupture est arrivée, une fois que le changement ultime est arrivé, alors là, après, t'es fichu, tu peux plus profiter de la vie, on est fini. Et ça correspond très bien d'ailleurs à l'évolution du personnage, ça correspond très bien à l'évolution de l'histoire, ça correspond très bien à l'évolution des enjeux, mais c'est super bizarre à vivre. Et je dirais pas que c'est un reproche que j'ai à faire au film, mais c'est vrai que quand on sort du film, on a vécu énormément de choses dans la dernière fin du film, et du coup on sort avec des pépites dans les yeux, mais à la fois le début du film, au final quand on y repense, il s'est passé quoi, 2 trucs, c'est assez étrange. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est bizarre au niveau de la répartition rythmique du film, et c'est d'ailleurs en partie le point principal qui fait que j'ai envie de retourner le voir. Je comptais retourner le voir avant de filmer la vidéo, j'en ai pas du tout eu l'occasion parce que quand même le film dure 3 heures et que j'ai une vie. J'espère y aller d'ici quelques semaines, de toute façon il va rester en salle sans aucun doute vu le succès gigantissime, ça n'existe pas comme mot, immense. Vu le succès immense que c'est, il va rester en salle, donc j'aurai l'occasion d'aller le revoir, mais c'est le premier point qui fait que j'ai très envie de revoir le film, non pas pour rekiffer ma life, oui bien sûr, mais également pour voir un petit peu comment ça se passe cette première partie du film au revisionnage. Parce que au premier visionnage du coup c'est une découverte, on découvre un petit peu comment Paul s'accommode du mode de vie des Fremen et on voit un petit peu également comment Jessica évolue, etc. La deuxième partie est une apothéose sur laquelle j'ai absolument aucun doute au revisionnage, je sais que ça va être exceptionnel. La première partie j'ai plus de doutes. Et c'est ici qu'intervient la Lily du montage, puisque comme le montage de ma vidéo a pris du temps, eh bien j'ai entre-temps pu aller revoir le film, et effectivement, je confirme malheureusement mes doutes. J'ai quand même eu un sentiment de longueur lors du revisionnage du film durant la première partie. Je confirme également ce que je vous avais dit, la seconde partie, elle est même encore mieux la deuxième fois, parce que tu sais ce qui arrive et tu fais encore plus attention aux détails et aux changements rythmiques et aux changements de costumes et aux changements dans l'acting, etc. Mais la première partie, j'ai quand même trouvé qu'il y avait en fait du coup des longueurs et à la fois des moments très frustrants dans cette première partie puisqu'il manque des éléments, on va y revenir, mais effectivement la première partie n'est pas aussi agréable au revisionnage. C'est un des premiers potentiels bémols que je vais émettre sur le rythme du film. Car en effet, ce n'est pas le seul et j'en suis profondément désolée. Je répète, j'ai vécu une expérience exceptionnelle en salle, donc c'est vraiment des réflexions que j'ai eues par la suite dont je vous fais part. Il y a quand même un gros problème de construction de l'histoire. Il y a tellement de vide qu'on a l'impression qu'ils ont cuté 30% du film. Moi j'ai l'impression qu'il y a une version longue. J'espère qu'il y a une version longue, j'aimerais bien qu'il y ait une version longue, puisque comme je vous l'ai dit, je suis sortie de la salle en me disant c'est tout, donc moi je suis open pour 4 heures de film, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi j'espère qu'il y a une version longue? Parce qu'il y a plein de trous dans notre scénario. Et du coup, il y a plein de trous dans le rythme même de notre histoire, parce qu'en fait, l'évolution de Paul, du coup, elle est très difficile à suivre. Alors, il y a des trous dans le scénario, déjà parce qu'il manque des choses qu'il y a dans le livre et qu'il n'y a pas dans le film. Toute la famille de Paul et le fait qu'il ait
polygames. Oh, ils ont enlevé certains trucs qui les gênaient un peu dans l'histoire. Le djihad, ils en parlent pas. La polygamie, ils en parlent pas. Frank Herbert, elle la met dans son livre. Nous, on le met pas dans notre film. Après, on a le droit, il faut faire des choix, évidemment, quand on adapte une saga, et donc ils ont fait le choix d'enlever tout le rapport à la polygamie, tout le rapport aux enfants, et tout le rapport au djihad, parce que, pour des raisons potentiellement politiques, on va dire, sociales, actuelles, que je soulève ici, mais sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que c'est pas du tout le sujet et le propos sur ma chaîne. Et c'est un film qui, oui, est extrêmement poétique et qui adapte une œuvre qui est elle-même extrêmement poétique, avec plusieurs couches de messages et plusieurs types de messages, et du coup, ils ont dû un petit peu jouer avec les différents curseurs de cette œuvre pour leur adaptation. Mais il y a assurément des gens qui en parlent très bien, et je vous renvoie vers des personnes qui en parleraient du coup beaucoup mieux que moi. Ou tout simplement parce que ça faisait pas sens pour eux dans le rythmique et la façon dont ils voulaient construire leur film. Ça peut totalement se comprendre, il n'y a pas de souci. Mais ils ont également enlevé des éléments qui sont importants pour le personnage et pour son évolution. Par exemple, tout le passage où Paul est supposé être tout seul dans le désert et montrer qu'il est capable... Ah non, ça... Il y a plein de moments comme ça où il s'en débarrasse. Et du coup, au niveau de l'évolution du personnage et au niveau de la progression de notre personnage et de notre histoire, on a des gros vides. Ce qui fait que des fois, il y a des trucs qui tombent comme un cheveu sur la soupe. L'affaire des grosses bombes kaboum kaboum, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. L'affaire du vieux hibou, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. L'affaire du moment qui va déclencher, on va dire, le fait que pas content, la guerre, tout ça, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a le sentiment que le récit a quand même été beaucoup tronqué. Le personnage de Léa Seydoux, cheveux sur la soupe. Il y a beaucoup de cheveux dans notre soupe de Dune. D'autant plus que plus problématique, on a aussi des morts cheveux sur la soupe. Et pas des morts de personnages très secondaires. Des morts de personnages quand même qui ont des lignes de dialogue, qui ont des morts cheveux sur la soupe. Et ça, c'est quand même assez embêtant. Je dis pas que j'ai la science infuse et que je sais comment quelqu'un comme Denis Villeneuve, qui est un artiste complet que je respecte énormément, aurait pu faire ça mieux. Je dis seulement que du coup, en sortant de la salle et en discutant, notamment avec les gens qui ont lu le livre, mais également avec d'autres personnes, on s'est posé plein de questions sans réponse, tout simplement parce qu'il y a plein d'éléments de l'histoire qui nous manquent. C'est pas vraiment des clés de lecture, parce que c'est pas non plus des déclencheurs extrêmement importants. Les déclencheurs, on les a, mais on n'a pas le lien entre les déclencheurs. Petite routine, bum, un truc. Petite routine, bum, un truc. Et que ces éléments, ces trucs qui vont déclencher les passages à l'étape suivante, si vous voulez, dans le film, et pour les personnages, et pour le conflit qui est en cours, ils tombent un petit peu « coucou, c'est nous ». Quand il réfléchit a posteriori, pas quand t'es dans l'univers, pas quand t'es plongé dans l'histoire, mais quand il réfléchit a posteriori. Ou alors lors de ton second visionnage, en partie dans cette première partie du film qui, comme je vous dis, est un petit peu plus faible rythmiquement et où il se passe moins de choses, tu te rends quand même compte qu'il y a beaucoup d'à-coups et qu'on a l'impression qu'il nous manque des pans entiers de leur vie pour vraiment les comprendre. Pas des éléments déclencheurs, mais juste des pans de leur vie pour vraiment comprendre ces personnages. C'est hyper frustrant. Est-ce que le but de Denis Villeneuve, c'est que moi, je me mette à lire ça ? Très probablement. Moi, je pense qu'il y a un complot pour me faire lire Dune. Mais il y a quand même, du coup, des éléments quand tu regardes le film qu'il te manque et une sorte de fluidité dans l'histoire qu'il te manque. Notre histoire fait des à-coups. Un à-coup et un à-coup et un à-coup. Là encore, j'insiste, a posteriori quand il y réfléchit, c'est frustrant. Dans le film, honnêtement, ça se ressent pas tant que ça. Et ce qui importe après tout, principalement, c'est l'expérience que tu vis en salle. Et là, pour le coup, pour l'expérience que tu vis en salle, je vous réfère à ce que je vous ai dit sur la forme et sur le waouh, c'est waouh du début à la fin. Et je vais d'ailleurs résumer tout ça puisque je vais nous conduire lentement mais sûrement vers mon bilan. J'ai passé un moment absolument exquis et phénoménal et génialissime en salle et pourtant le film est archi imparfait. Et ça c'est un exploit de faire un film aussi génial et aussi imparfait. C'est pas une critique, je dis pas ça négativement, je dis ça de façon presque fascinée. C'est incroyable d'avoir réussi à transcrire cet univers de façon aussi excellente et de façon aussi immersive et aussi attachante et d'avoir créé un film aussi sérieux qui peut conduire à la création de mèmes aussi drôles, parce que je vous préviens, ça fait 2 semaines que j'ai vu le film, ça fait 2 semaines que je suis morte de rire, de tous les mèmes qui sortent, de Stilgar et de l'autre sur son verre, et franchement, je suis morte de rire. Je trouve ça absolument succulent de voir qu'un film aussi sérieux et aussi au top de ce qu'il est peut créer autant de mèmes aussi drôles. Déjà, c'est une réussite en soi, mais créer un film aussi abouti, aussi réussi, aussi excellent en salle, aussi physiquement éprouvant, aussi émotionnellement éprouvant, créer un film aussi bon, qui est aussi imparfait,
au niveau de la construction de son scénario et au niveau de la construction de son rythme qui est un peu étrange, et en fait qui est aussi différent de ce qu'on aurait pu attendre de cette adaptation, avec des choix qui sont finalement assez audacieux. Ces choix de trous scénaristiques sont très audacieux. Ce choix de rupture entre la première partie très routinière et la seconde partie absolument excellente et qui est extrêmement intéressante au niveau de son propos religieux. Je vais pas faire une partie entière dessus parce que ce serait très spoilant, mais je trouve que ce qui est approché, ce qui est touché du doigt concernant le rapport au religieux, le rapport au destin, le rapport au mythe, à la figure du messie, de l'homme providentiel aussi, que ce soit en religion ou en politique, ou plutôt quand on mêle les deux, puisqu'ici ils mêlent les deux avec grande intelligence pour délivrer leurs propos. C'est d'une pertinence et d'une intelligence et d'une audace dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui que c'en est aussi très succulent intellectuellement, je trouve. Réussir à mettre tout ça dans ton film, à avoir, quand tu sors de la salle, autant de points à dire ça c'était pas parfait, ça j'aurais aimé en savoir plus, et pourtant à vivre un truc aussi génial en salle. Franchement, Denis Villeneuve, j'aime ton travail, j'aime ce que tu fais, continue. Est-ce que je vous recommande d'aller voir le film à 180 000%? C'est beau, c'est puissant, c'est badass, et à la fois c'est intelligent, et à la fois les personnages sont hyper horripilants, et à la fois les personnages sont très humains, mais également absolument insupportables. Moi je n'aime pas Paul Atreides, hein. Honnêtement il y a très peu de personnages que j'apprécie dans l'histoire, hein. Ils sont tous absolument insupportables, ils sont tous extrêmement égoïstes. Paul Atreides, il a le syndrome de Frodon Sake et d'Harry Potter, c'est-à-dire le syndrome de l'élu qui veut pas être l'élu mais qu'en fait c'est l'élu mais que oui mais que non. Insupportable. Mais franchement, il m'énerve autant que m'énerve Frodon ou Harry Potter, sauf que lui, au moins, il est badass. À l'inverse des deux autres qui font que chougner pendant toute leur saga, lui, au moins, à la fin du second film, my godness! Qu'est-ce que ça, on voit du lourd! J'ai envie de le revoir, ça y est. Faut que je retourne en salle pour voir cette seconde partie. Et Lily du montage, qui a donc revu le film, oui, je parle de moi à la troisième personne, tout va bien, confirme que franchement la seconde partie, elle prend pas une ride, elle se bonifie en deuxième visionnage. Et en plus, voilà, t'as cette attente qui monte pendant toute la première partie. Et du coup, tu profites d'autant plus de cette explosion de puissance qu'il y a sur la fin et de l'évolution du personnage de Paul, qui, à l'inverse du coup des deux autres que j'ai cités, subit sa prophétie, mais avec cet angle totalement différent qu'il choisit et qui est beaucoup plus proche de celui d'Anakin, d'ailleurs, dans sa propre saga. Mais je trouve que c'est très intéressant ce qui nous est proposé, franchement, sur la fin. C'est vraiment waouh, quoi. Mon bilan, c'est... C'était bien, et pourtant il y a tellement de défauts, mais c'était excellent. Si ça, c'est pas de la maestria, d'avoir autant de défauts et d'être aussi exceptionnel, mais qu'est-ce que c'est? Franchement, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui disent que c'est la plus grande saga de SF de ces dernières années, je pense que je vais être obligée de dire que oui. Ne passez pas à côté, vivez-le en salle, parce que franchement c'est un film qu'il faut vivre en salle, que ce soit le premier ou le second. Ils ont repassé le premier, je suis retournée le voir, c'était aussi bien que la première fois, franchement c'était waouh. Donc c'est une expérience qu'il faut vivre en salle, c'est une expérience qu'il faut vivre en IMAX si vous avez l'occasion, évidemment. Je sais que c'est pas donné à tout le monde de le voir en IMAX, en vrai ou en faux IMAX. Moi apparemment ce que j'ai vu c'est du faux IMAX, honnêtement j'y comprends rien, cette histoire de vrai et de faux IMAX. Mais apparemment moi ce que j'ai vu c'était du faux IMAX et j'ai déjà kiffé ma vie à mort, donc j'imagine même pas sur du vrai IMAX avec les écrans incurvés, gigantesques, qui t'absorbent là. Donc ouais, c'est un truc qu'il faut vivre en salle, donc est-ce que je vous le recommande? Oui. Est-ce qu'il va rester en salle longtemps? Je pense, parce que à mon avis c'est l'un des plus gros succès de l'année, et pour le moment c'est mon numéro uno de 2024, parce que c'était mieux que ce que je pensais, et pourtant j'avais peur d'être déçue, j'avais des attentes énormes et j'avais peur d'être déçue, et c'était mieux que ce que je pensais, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Je suis ravie de vous avoir parlé de Dune 2 en plus dans le nouveau décor que du coup je me suis pressée de mettre en place pour cette espèce d'anniversaire symbolique de la chaîne. La première vidéo de la chaîne ça avait été sur Dune 1, et ben ça y est, le second est sorti 2 ans après, et en plus l'expérience de la chaîne est toujours là et on est en plus très nombreux, merci de votre confiance. Si d'ailleurs vous voulez rejoindre la communauté, ben n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, et vous du coup vous serez là pour la vidéo sur Dune 3 et vous serez là
là aussi sur toutes les autres vidéos qui arrivent et vous pourrez découvrir les anciennes, donc c'est génial. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, ça me soutient, ça soutient la chaîne, ça soutient la vidéo, ça la met en avant dans l'algorithme de YouTube. C'est également le cas des commentaires, les commentaires c'est très important pour YouTube, c'est également très important pour moi puisque ça me permet de lire vos retours, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, un petit coucou, un petit Lisan al-Gaïb des familles, laissez-moi un signe que vous êtes passé par là, dites-moi si vous avez aimé le film Dune, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous aussi vous avez trouvé qu'il y avait plein de défauts mais que c'était génial quand même, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez apprécié le petit effort de costume que j'ai essayé de faire, même s'ils sont loin d'être aussi bons que ceux du film. Moi je vous embête pas plus, je suis super contente de vous avoir parlé de Dune, j'ai trop hâte de retourner le voir en salle, honnêtement d'en avoir parlé ça m'a donné trop envie d'y retourner. Donc je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, je vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons génialissimes visionnages, peut-être, j'espère, Dune 2 en salle pour vivre l'expérience du moment. En attendant, prenez soin de vous, moi je vais essayer d'en faire de même, et nous on se dit Shai Hulud. Hey, aujourd'hui on filme la vidéo sur Dune. Je l'ai pas filmé en même temps que j'ai filmé le petit short cosplay, tout simplement parce que je suis un peu speed en ce moment au niveau du temps. Donc là on est sur la deuxième tenue. La tenue d'introduction ce sera avec la tenue de Bene Gesserit. Et du coup je la filmerai après parce qu'il faut que je fasse un make-up sur le front. Que du coup vaut mieux que je fasse après. Voilà. Je vais enlever ça, je vais pas porter le jusqu'au bout. Vous avez beaucoup été nombreux à remarquer que du coup pour trouver comment faire ce truc, parce que je vous raconte pas comment c'est chiant, j'utilise des anciens écouteurs. C'est pour ça qu'il faut être quelqu'un comme moi. Faut toujours garder tout son bordel, même les écouteurs cassés, parce que ça peut toujours servir. Alors du coup ça fait qu'une seule narine, mais honnêtement je trouve que ça fait le taf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ben, ça se voit que c'est un jack, mais je trouve que ça fait le taf Franchement j'ai essayé plein de trucs, et c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, mais pas trop m'étaler. Et je vais essayer d'être concise dans mon propos, même si on parle de Dune. Voilà, donc on est parti. J'ai pas du tout l'habitude de commencer par le vif du sujet. J'avoue que moi j'ai l'habitude de commencer par l'introduction et de me mettre dans le mood et tout. Mais bah écoutez, on va aller direct dans le vif du sujet. Let's go, on est parti. Mais de toute façon, Rebecca Ferguson est belle quelle que soit la façon dont tu l'habilles. Même si tu la recouvres, même si on la voit plus, elle est belle. Bref, j'aimerais bien être Rebecca Ferguson dans ce genre de situation. C'est passé 2 trucs en 1h30, c'est possible ça qu'il se soit passé 2 trucs en 1h30 et que ben, le soir, je peux pas trop y aller parce que le lendemain, je travaille et du coup, je me lève très tôt. Et bah, du coup, en journée, je peux pas y aller parce que je travaille et que du coup, je me lève très tôt. Donc du coup, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de retourner le voir car les Fremen sont polygames. J'ai envie de le revoir, ça y est, je me suis reprojetée dans le film, j'ai envie d'y retourner, je faut que j'y aille. Et puis en plus, là, sachant que le prochain film va sortir dans 16 000 années, là, j'ai envie de savoir la suite, je veux savoir. Donc, je pense qu'il y a quand même un complot pour me faire lire Dune. Ah, je suis contente de vous avoir parlé du film, il faut que je me dépêche de me mettre en Bene Gesserit pour vous tourner la première partie du film. La première partie de la vidéo. Donc, je vous laisse là, on se retrouve dans 30 minutes pour moi, le temps que je mette tout ça et que je fasse le make-up. Dans quelques secondes pour vous. De l'avoir sorti et de le voir là, ça me donne envie de le lire. Ça va pas du tout. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce que je vous filme ça. On est samedi matin, très tôt le matin. J'aimerais bien sortir la vidéo cet après-midi ou demain. Mais j'ai... Je sais plus. 4 paquets copies à corriger ce week-end. J'ai jamais le temps de rien. C'est pas juste. Moi je veux lire Dune. Bref, je vous laisse. On se retrouve très vite pour vous avec ma dégaine de Bene Gesserit. Ouais. Ou de révérende mère plutôt. Moi je préfère être une révérende mère official. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous. Voilà, petite tenue de Bene Gesserit en position. Alors en fait ça c'est un filet à cheveux. Au départ je comptais le mettre sur mon visage en entier mais vous ne me voyez pas du tout donc j'ai préféré faire un petit effet comme notre chère Lady Jessica. Ça c'est une écharpe et j'ai fixé ça avec des barrettes de façon très artificielle sur les côtés. C'est assez moche d'ailleurs mais... Franchement, je trouve qu'on est un petit peu dans l'inspiration de l'univers de Dune et de l'univers qu'a créé Villeneuve, donc je suis vraiment contente de cette petite réalisation. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec une écharpe, un filet à cheveux et un crayon vert pour les yeux. Franchement,
La débrouille avant tout, messieurs, dames, la débrouille avant tout. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu rendre hommage à Dune avec la petite tenue que vous avez vue juste avant, avec le Jack dans le nez, le style avant tout, et cette petite tenue de Bene Gesserit. J'espère que vous appréciez tout ça, j'espère que vous avez aimé les vidéos, j'espère que vous avez aimé ces scènes post-génériques. Moi je vous dérange pas plus parce que j'ai un gros travail de montage à faire. Dans 1 heure je vais au cinéma, je vais voir La Salle des Profs, un film allemand qui a l'air très terrible, qui prend au trip, etc. Cet après-midi je travaille, ce soir je fais du montage, j'irai peut-être voir un autre film, un film d'horreur cette fois-ci, Imaginary au cinéma, donc j'ai une grosse journée qui s'annonce, pleine de bonnes choses et de travail. Donc je ne vous embête pas plus, voilà. Merci d'avoir regardé tout ça, je suis trop contente de vous avoir parlé de Dune. Ciao.